Le constructeur aéronautique Airbus Group et le motoriste Safran avaient annoncé lundi 16 juin 2014 la création d'une coentreprise destinée à faciliter l'évolution de la fusée européenne Ariane et la rendre plus compétitive face à son concurrent américain SpaceX. Cette opération a été qualifiée par François Hollande comme une étape majeure vers la consolidation de la filière spatiale européenne. Derrière la coentreprise entre Safran et Airbus Group dans le domaine des lanceurs spatiaux, se cache en fait le vrai objectif de cette opération: mettre enfin la main sur l'autorité de design des lanceurs, un bijou technologique logé au Centre national d'études spatiales, ainsi que sur Arianespace, détenu à 34% par le CNES, et responsable des approvisionnements et de l'assemblage final des lanceurs en Guyane et de l'ensemble des opérations de lancement. Une anomalie qui dure depuis trop longtemps aux yeux des deux industriels dans l'organisation de la filière spatiale. L'objectif serait également de récupérer les budgets de développement de l'État français sans qu'ils ne passent entre les mains du CNES. Les enjeux de souveraineté derrière cette opération ont incité les représentants de la CGT des divers acteurs de la filière à adresser une lettre ouverte à François Hollande que nous vous rapportons ici. Peut-on sacrifier la souveraineté nationale en matière de spatial sur l'autel du profit? En 1961, s'invitant dans le jeu de ping-pong que se livrent l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, le général de Gaulle décide que la France doit s'engager à son tour dans la conquête spatiale. Puis, au début des années 70, la France se voit contrainte de jouer un rôle prépondérant dans la filière Ariane. Le spatial français est un choix stratégique dans le cas des lanceurs pour se libérer des restrictions imposées par les Américains à l'utilisation des satellites géostationnaires dont ils avaient le monopole du lancement dans les années 70. Par ailleurs, pour développer une ingénierie spécifique pour l'observation depuis l'espace, mais également pour sortir la recherche et les technologies sur les fusées, encore balbutiantes en Europe, d'une empreinte exclusivement militaire et leur permettre un développement civil. Enfin, pour s'affranchir d'une tutelle étrangère pour l'accès à l'espace. Pour ce faire est créé le 19 décembre 1961 le Centre national d'études spatiales, organisme public auquel est donnée la mission de préparer le programme spatial de l'État français, de constituer les compétences nécessaires pour le réaliser, mais également de développer une industrie performante pour porter les réalisations du futur. Ces déclarations d'intention ont été suivies d'effets. L'industrie française du spatial en naîtra: Aérospatiale, Matra, Alcatel, la Société européenne de propulsion, qui deviendront ensuite Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Safran, etc. Quelques pays européens, puis quasiment tous progressivement rejoindront la France. L'Agence spatiale européenne les regroupera et leur plus beau fleuron collectif sera la filière Ariane, lancée depuis le port spatial de Kourou en Guyane française et commercialisée par la société Arianespace. Aujourd'hui, Ariane 5 est le lanceur le plus fiable au monde et l'industrie européenne du spatial une des plus compétentes. Cette industrie représente également un demi-siècle d'investissement public. Le spatial est une activité qui exige de gros investissements. Ils sont en grande partie portés par l'impôt. Insistons, toute activité spatiale dans le monde s'appuie sur des financements d'État. Entretenir une base spatiale comme celle de Kourou, continuer à développer des compétences et les entretenir dans le domaine des satellites, des lanceurs, des ballons, mettre en œuvre un lanceur comme Ariane, etc., sont des choix stratégiques, ceux d'une autonomie d'accès à l'espace et donc une garantie que les citoyens européens pourront continuer de bénéficier des produits qui en découlent, mais également que la défense nationale pourra prendre des décisions stratégiques sans nécessairement être dépendante d'informations extérieures, même alliées. Le domaine spatial est donc un enjeu de souveraineté. Or, qui dit souveraineté dit État. C'est en effet l'État français, au travers du CNES, pour la politique nationale, et les États européens, dans le cas de l'ESA, qui impulsent les choix stratégiques dans ce domaine. Ce sont également ces entités institutionnelles qui exercent un contrôle régalien sur la partie de l'impôt dévolue aux activités spatiales. Un magnifique cadeau au privé. Monsieur le Président, le 16 juin dernier, vous receviez à l'Élysée les présidents du CNES et d'Arianespace, ainsi que le président directeur général de l'ESA, accompagnés des représentants des sociétés Airbus et Safran. Ces derniers venaient vous annoncer leur ambition de faire désormais cause commune dans les futurs développements du lanceur Ariane, sous le regard bienveillant des trois premiers. Votre communiqué de presse relate que vous avez salué l'ambition commune affichée par les groupes Airbus et Safran, et qu'il s'agit selon vos dires d'une étape majeure vers la consolidation de la filière spatiale européenne, génératrice d'emplois, porteuse d'avenir et élément de souveraineté. Monsieur le Président Hollande, ne faites pas d'une erreur une faute.
Le 8 juillet à Toulouse, nous, représentants CGT de toutes les entreprises publiques et privées, peu ou prou investies dans le domaine spatial, nous sommes réunis pour rédiger cette lettre ouverte, résolus à agir le plus rapidement possible afin que ce que nous considérons comme une erreur d'appréciation de votre part ne se commue pas en faute grave. En effet, le monde économique dans lequel nous vivons aujourd'hui ne jure que par la concurrence. Celle-ci, parée de toutes les vertus, permet selon ses promoteurs d'ajuster les prix à leur juste valeur. Or, les entreprises Airbus et Safran sont venues vous annoncer la création d'un monopole. Quel sera le poids des institutions publiques contre une entité industrielle de cette ampleur? Également, le motif invoqué par les industriels promoteurs de cette fusion est un coût trop élevé de la filière Ariane, mettant en péril sa compétitivité, notamment depuis l'arrivée sur le marché du lanceur états-unien SpaceX, dont le président du CNES se plaît à schématiser ainsi l'unité de production. Vous ne pouvez ignorer, Monsieur le Président, que la multitude de lieux de fabrication des éléments de la fusée Ariane et sa complexité en termes d'organisation sont les conséquences du fonctionnement de l'ESA. En effet, un retour géographique industriel est établi en proportion du financement apporté par chaque pays membre. Comment le nouveau consortium réussira-t-il à concilier ce qui est un des fondements de l'Europe spatiale et une organisation prétendument plus efficace dans laquelle ne subsistera qu'une poignée d'industriels? Qu'en pensent d'ailleurs les autres grands pays contributeurs de l'ESA, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni? Enfin, la politique stratégique en matière de lancement est aujourd'hui proposée par la direction des lanceurs du CNES et le lanceur Ariane, commercialisé par la société Ariane Espace, aux tiers appartenant à l'État français. Vos interlocuteurs industriels ne cachent pas leur intention de prendre la main sur le volet stratégique de définition de cette politique et sur son volet commercial. Vous vous apprêtez d'ailleurs à mettre Ariane Espace dans la corbeille de la mariée, au prétexte que les questions de participation de la part du CNES ne doivent pas être un frein. Sur quels critères pensez-vous que s'établiront les choix stratégiques futurs en matière de lanceurs? Choix élaborés par des industriels dont la seule ambition, telle est leur essence, est de maximiser leurs profits. Une fois la coentreprise créée dans le domaine des lanceurs, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le volet satellite du spatial européen représente une manne financière colossale et la coentreprise sur les lanceurs pourrait bien en cacher une autre sur les satellites. C'est d'ailleurs le souhait formulé par le délégué général à l'armement Laurent Collet-Billon le 1er juillet au Sénat. Une fois abandonnée la souveraineté sur les lanceurs, abandonnerez-vous également celle sur les satellites? Quel sera alors le poids des institutionnels pour faire prévaloir des choix de développement de satellites au profit du citoyen français et européen si la vente d'un énième satellite de télécommunication à un pays tiers est plus profitable? Enfin, ce monopole privé pourrait être en charge du développement des missiles nucléaires. Les industriels investis dans la création de la coentreprise ne sont pas exclusivement des acteurs du spatial. Les domaines de compétences étant proches de ceux de l'armement, la défense française, par le biais de la Direction générale de l'armement, leur a confié nombre de développements stratégiques. N'est-il pas alors légitime de s'interroger sur les conséquences de la création d'un monopole industriel dont les entreprises fondatrices ont entre les mains le développement du missile balistique stratégique nucléaire M51? Et la casse sociale également. Votre communiqué de presse rappelle que l'industrie du spatial représente 16 000 emplois en France, environ 10 fois plus en Europe. Dès sa constitution, la coentreprise monopolistique fera ses comptes de doublons de postes en stratégie, en développement, en production et en commerce. Par ailleurs, en regroupant ses compétences, elle n'aura que faire de celles présentes dans des entreprises aujourd'hui concurrentes. Avez-vous fait l'évaluation du nombre de salariés issus de ce choix hasardeux qui viendront grossir les rangs des plus de 10% de la population active déjà en recherche d'emploi? Avez-vous fait une étude d'impact sur les sites industriels, leur pérennité et les conséquences dans les territoires? Monsieur le Président, en donnant votre agrément à cette fusion au cours de la réunion du 16 juin, non seulement vous avez bafoué le principe démocratique, vous avez accepté tacitement que le principe du dialogue social le soit aussi, mais vous avez donné de bonne grâce les clés de la politique spatiale française et européenne à un consortium d'industriels décomplexés dont les motivations auront bien du mal à rencontrer celles du bien commun. Depuis plus d'un demi-siècle maintenant, de lourds investissements publics, qui se chiffrent en dizaines de milliards, ont été consentis par les citoyens français et européens pour le développement du secteur spatial. Les partenaires industriels en ont certes profité, mais sous le contrôle technique et financier d'acteurs publics. Le désengagement de l'État dans ce domaine, plus que dans tout autre, est une spoliation des citoyens des biens publics passés. Et l'engagement que vous avez pris à l'endroit du futur monopole de couvrir les pertes en cas d'échec est une incitation au pillage des fonds publics futurs.
La CGT revendique le retrait de ce projet et l'ouverture d'un véritable débat national sur le maintien d'une stratégie spatiale élaborée et pilotée par une instance publique, ainsi que sur les choix techniques et les niveaux d'engagement budgétaire associés. Cette stratégie, prenant en considération les besoins des citoyens français et européens, mais également la nature et l'ampleur des emplois associés. Cette dilution de la souveraineté nationale dans des pans stratégiques de l'État français est un mouvement de fond initié depuis de nombreuses années. Le colonel Régis Chamagne, responsable des questions de défense au sein de l'Union populaire républicaine, faisait à ce propos l'analyse suivante. Que s'est-il passé depuis 20 ans? Avant, nous avions des entreprises nationales qui, dans un premier temps, ont été partiellement privatisées ou fusionnées avec des entreprises privées, donc privatisées, partiellement, mais en franco-français. Et dans un second temps, il y a eu fusionnement avec des entreprises étrangères européennes, si bien qu'il y a eu, par 2 paliers, une dilution des entreprises de l'outil industriel national. Première dilution public-privé, deuxième dilution France-Europe. Le rapport de la Cour des comptes met l'accent sur le point suivant. Ce qui ressort de la lecture de ce rapport, c'est qu'en fait, malgré les dispositifs juridiques et techniques qui permettent à la France de maintenir sa souveraineté et sa volonté là où elle le juge stratégique, malgré cela, ce qui ressort, c'est un espèce de laisser-aller constant et un abandon de notre industrie de défense, un abandon de la souveraineté de l'État français sur les domaines industriels stratégiques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui va dans le même sens, qui prolonge, cet été, fin juillet, j'entends sur France Inter que EADS va changer de nom. Il va plus s'appeler EADS, mais Airbus. Alors on convoque le spécialiste des questions de défense, d'industrie, aéronautique et tout ça, blabla, machin bidule, et on lui demande alors qu'est-ce qui va se passer. Eh ben, il va se passer que EADS va s'appeler Airbus. C'est beaucoup plus joli finalement. Airbus, c'est le fleuron d'EADS. Donc le type à Radio France qui est chargé des questions de défense, il vous parle d'un concours de beauté. Et quand on creuse, de quoi s'aperçoit-on? C'est qu'en fait, il va y avoir non seulement un changement de nom, ça c'est pour l'aspect concours de beauté, mais derrière, il y a une restructuration. Et en particulier, 2 des 4 divisions de ADS, la division espace et la division défense, vont fusionner. Donc on passe de Astrium, la division espace, Cassinian, la division défense, vont fusionner en une seule division qui va s'appeler Airbus Space and Defense. Donc il n'y a plus de français là-dedans. Et non seulement ça, mais en plus la direction de cette Airbus Space and Defense va se situer à Munich et sera dirigée par un Allemand. Je vous rappelle qu'Ariane, au départ, était un produit français. La première Ariane qui a été tirée était à 92% française. Les Allemands ont fourni quelques boulons, les Italiens un peu de peinture, mais c'était un programme français. De Gaulle avait rompu avec le programme européen de l'époque qui ne marchait pas. Il a dit on va faire notre lanceur nous-mêmes. Je vous rappelle qu'Airbus est un avion français. Le premier Airbus A300 qui est sorti des chaînes dans les années 75 était le produit de l'aérospatiale. Ingénierie, recherche, développement, fabrication française. Et ensuite, on a intégré les autres. Bien. Donc, c'est un Allemand maintenant qui va présider aux décisions stratégiques de l'espace et de la défense au sein du groupe Airbus. Et que trouve-t-on? Donc, les décisions stratégiques, ça veut dire des priorités, des moyens. C'est ça la stratégie. Fixer des priorités, affecter les ressources en fonction des priorités. C'est ça, fondamentalement, les objets conceptuels qu'on manipule quand on fait de la stratégie. Donc, ça va être dirigé par un Allemand, depuis Munich. Que trouve-t-on là-dedans, dans le paquet espace-défense? On trouve, par exemple, tout ce qui est recherche-développement du missile M51. Le futur missile balistique mer-sol tiré de nos sous-marins nucléaires. La FOST. Donc là, on est dans dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive. On trouve le satellite MUSIS, français, 100% français, satellite d'écoute électromagnétique. On est dans analyse, anticipation, renseignement, souveraineté exclusive.
Et ça va se passer au 1er janvier 2014. Le vol est parfait. L'industrie française stratégique est en train de nous être volée.